Bienvenue au Ciné-Club de l'adversaire. Hein? Oui, c'est de même qu'on pourrait l'appeler. On pourrait changer notre nom. Ouais. Ah, pourquoi pas? Après quoi, 27 épisodes? Ouais, ben, il n'est jamais trop tard. Petit rebrand. On a un nouveau logo depuis quelques épisodes. Donc, tu sais, on change notre image de plus en plus. Peut-être même qu'à un moment donné, ça sera même plus nous. Non, c'est ça, ça se peut. Marc Cassivi, Marc-André Lucier, là. Ça serait nice. Seigneur, ce serait parfait. Écoute, pour ce 27e épisode, on parle de Darren Aronofsky. Darren Aronofsky, on dirait un joueur des Expos. Oui. Darren Aronofsky. Il a fait quelques films, pas une si longue filmographie. Non. Mais 6 films, je pense. Ouais. On va couvrir la majorité. Sauf un. Devinez lequel qui manque. C'est celui qui répond la bonne réponse. On va avoir une étoile ou quelque chose, un autocollant. On va avec des yeux qui bougent. Donc, ben non, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup ce réalisateur-là. Oui. En réécoutant ses films, ça l'a confirmé que je l'aime particulièrement. Il y a quelque chose qui vient me chercher beaucoup, qui sont exactement dans mes cordes. En partant, le thriller psychologique, on pourrait, tu sais, je veux pas catégoriser trop vite, mais si on avait à y donner une étiquette de genre, c'est quasiment ça qui colle à presque tous les films. Oh, ouais, c'est ça. Même si c'est large, là. C'est un peu large, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est un gars qui veut pas nous ennuyer jamais, là. Ouais, ça, il l'a répété souvent en entrevue. Moi, ça me dérange pas de me faire huer, mais je veux pas que les gens sortent sans émotion, sans réaction. Ouais, ça c'est réussi, je te dirais, pour la plupart de ses films. C'est un gars qui m'a fait capoter assez jeune. Requiem, c'est 2000. Ouais. Puis il est venu par après, je pense, comme bien du monde, parce que c'est un petit peu plus à 98. C'est 98, mais tu sais, c'était, je sais pas à quel point ça s'est rendu dans les salles, puis ça voyage moins parce que c'est... Ouais, puis il était comme dur à trouver en DVD, tu sais, comme, mettons, dans le bout qu'on commençait à triper, tu sais, début 2000, il me semble ça avait été long avant que je mette la main sur une copie. Il me semble que c'était dur à trouver. Fait que sûrement que la distribution devait être un peu déficiente sûrement, là. sur ce film-là, qui est très indie, petit budget. Micro-budget, ouais. Je pense que c'est 60 000 pour filmer, puis peut-être le double overall avec le montage, puis tout, là, ce qui n'est pas beaucoup, là, 120 000. Tout de même, c'est un film très personnel, il y a une touche... unique. Là. On peut déjà rentrer là-dedans, mais en même temps, on va se promener. Ça reste que si on commence avec Pi comme point de départ, déjà, on est dans le thriller, là, en partant. Oui, c'est ça. Il y a tellement de choses qu'on retrouve même dans ses plus récents films qui étaient déjà là. Oui, des montages l'obsession. Oui. Mais tu voulais parler de ces thèmes, les obsessions. Oui, si on parle des thèmes, c'est ça, l'espèce de personnage il sait qu'il va perdre plus qu'il avance. L'objectif va le détruire ou va vraiment le blesser énormément. Comme, mettons, je pense à The Wrestler, qui sait que s'il fait le combat final, ça va peut-être... arriver à sa fin. Tu sais, total. Donc, mais il va pareil. C'est un peu ça aussi avec l'obsession du personnage dans Pi, qui, là, je pense qu'on pourrait peut-être plus l'expliquer le film parce que c'est moins connu. Il est moins connu, celui-là. Ça, c'est... Bon, c'est quoi? Un mathématicien... Oui. Qui est obsédé par les chiffres, qui pense que dans la nature, tout peut être répondu en chiffres. En chiffres, qu'il y a un ordre dans tout, en fait, il parle de pattern, en fait, mais c'est le terme qu'il utilise pour l'avoir vu en anglais, mais que dans la nature, tout s'explique par un pattern qui est récurrent, tu sais. Fait que les mathématiques, c'est ça, c'est des équations. Et là, il arrive c'est l'idée que pi, qui représente le cercle, qui est comme la forme la plus pure, est représenté par un chiffre qui a comme aucun sens. Infini de décimales. Et puis là, mais c'est payant de fouiller là-dedans, parce que c'est ça, c'est que tu ouvres l'espèce de... C'est la science versus la religion, qui est aussi des termes qui reviennent beaucoup, là. Tu sais, parce que quand tu parles d'obsession, c'est aussi beaucoup des gens en quête ou en manque de sens. Alors, ils cherchent, mais peut-être dans la mauvaise place. Grosso modo, dans les films où ils vont fixer sur quelque chose en pensant que c'est ça qui va répondre à leur détresse, à leur déprime, à leur peu importe quoi, dépendamment des films. Et là-dedans, c'est ça, le mathématicien hyper trop génie qui est très borderline Asperger. J'ai un autisme de haut niveau mathématique. Fait que là, lui, il pense qu'il a les capacités de trouver un pattern dans le chiffre pi.
Et là, va sombrer l'espèce de folie, en fait. Il faut dire aussi qu'il y a une espèce des headaches compulsifs. Là. Ouais. C'est pas le bon terme, là, mais je veux dire, il y a des maux de tête intenses qui vont prendre de plus en plus d'importance, plus qu'il avance dans ses recherches parce que ça prend tout son jus. Ouais, c'est ça. Fait que là, le côté interne du personnage, le mal-être qui va souvent à peu pratiquement tout le temps interprété avec le montage puis le son, beaucoup. Ouais. Les sons stridents, des coupes super franches et rapides qui te font sentir inconfortable. Mais en fait, le but d'Aronofsky, puis je pense que ça, on va y revenir à tout le temps, mais puis quand on dit qu'il est divertissant, mais qu'il est intense, qu'il est tout le temps là, c'est qu'il veut utiliser tous les outils qui existent pour te faire ressentir exactement comment le personnage se ressent. Donc, c'est un personnage qui s'enfonce dans une espèce d'anxiété, dans une espèce de tout ce qui focus là-dessus, c'est ça. Fait que le reste de la vie passe comme flou, rapide un peu. Il n'y a pas de repère en dehors de tout ça. T'sais. Fait que je pense qu'il essaie de nous faire sentir l'espèce de frénésie de son cerveau, l'espèce de truc qui va trop vite. Ben, le montage va trop vite. Un peu un truc qu'il va ramener souvent, là, surtout dans son deuxième Requiem. Mais c'est ça. Fait que l'espèce de on n'a pas le temps de s'accrocher à quelque chose, mais c'est voulu, tu sais. Puis ça nous garde aussi dans un état de j'ai pas le terme, mais un état de temps de on the edge. On the edge, parce qu'on est tout le temps comme même ça. Puis tu sais, c'est drôle parce que c'est l'histoire d'un mathématicien qui cherche la réponse de pi, puis on est comme on veut se péter à la tête d'un mur, on capote. Ça me semble pas accessible comme synopsis. Ouais, mais le film, il est quand même, là, j'ose croire, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment attirant puis qui t'embarque rapidement. Parce que tu sais, je pense pas qu'on passe nos vies à essayer de faire comme y a-t-il un pattern dans le chiffre pi, mais il y a quelque chose d'intriguant de faire parce que ça représente une forme si pure mais avec un chiffre si compliqué. Puis il y a peut-être quelque chose. Tu sais, ça amène un nébuleux qu'on est prêt à ouvrir, on est prêt à se laisser aller là-dedans. Puis, justement, le fait qu'il amène la science et la religion, l'espèce de pattern, puisque tu as les Juifs assidiques, la Kabbale. Eux, ils pensent que c'est la clé vers Dieu. Puis là, tu as comme la gang plus gouvernement. Ben, que je dis science, mais c'est le gouvernement. La bourse, là aussi. Là. Ouais, la bourse. C'est comme les piliers des États-Unis. Le capitalisme. C'est comme des grosses institutions, mais qui finissent par, j'ai pas le bon terme, mais avaler ou écraser l'individu. C'est vrai. La Kabbale, la religion, la bourse, le gouvernement, qui sont tous... Puis ça l'écrase. Comme un étau qui se ferme sur lui totalement. Là, Mais c'est ça. Fait que t'as cette critique-là de la société. C'est ça qu'il est résistant à passer des grands thèmes dans l'humanité. Des affaires, c'est ça, super. Mais dans un truc hyper divertissant que tu réfléchis pas nécessairement, t'as juste la ride qui est le fun, mais si tu t'attardes, tu vas il y a du stock en tabarouette dans puis tu sais, même si c'était bourré de chiffres puis d'affaires, c'est pas grave si tu catches pas tout, tu pick up pas toutes les informations qu'on te donne. Là, tu feels le film, puis ça vaut aussi pour d'autres films dans le sens où t'as la ride qui est très importante aussi. Oui, la ride émotive. Moi, on en a parlé avec d'autres réalisateurs plus cérébraux quand je te disais que des fois j'avais plus de misère. Parce que moi, c'est ça, j'aime avoir une expérience émotive. C'est ça que je vais chercher plus dans le cinéma. Ouais. Je parle pas de divertissement, mais je parle vraiment de ressentir quelque chose. Puis avec lui, ben c'est sûr, c'est tellement intense que tu peux pas ne pas ressentir à tout le moins une excitation, un énervement. Mais là, on n'a toujours pas parlé de la direction photo. Qu'est-ce que tu pensais du noir et blanc? Moi, j'aime vraiment ça. Très spécial. C'est très spécial, il faut dire. Bon, noir et blanc, très contrasté. La première shot... C'est comme sa face est blanche. On voit comme quasiment plus de détails de sa face. C'est ça, il joue des fois sur ça pète fort. Très granuleux. Oui, gritty au bout. Puis je me suis demandé, tu sais ça, j'ai comme pas fouillé, est-ce que c'était... Ben, en partie, j'imagine que c'était voulu, mais est-ce que aussi c'était le fait que c'est tout ce qu'ils ont sur quoi ils ont pu mettre la main? C'était comme un film très granuleux, un peu sale. Ou c'était comme j'ai voulu. Pas les détails, mais j'imagine que de booster ça en montage, ça permet de camoufler des erreurs ou un manque d'éclairage ou un manque de finesse au niveau là, au tournage, clairement. C'est comme la première shot qui est comme tout blanc. Tout. Ben, c'est
tu mets carrément un spot front. Tu as besoin d'un spot super fort dans sa face, puis tu vas booster après. Là, tu boostes le reste. Fait que peut-être qu'il y avait une façon aussi de contourner. Mais on peut avancer, à son premier gros coup. Oui, Retour à Brooklyn. Retour à Brooklyn. Requiem for a Dream en 2000 avec Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly et Marlon Wayans. Ouais. Saint-Soda. C'est tellement un bon film, puis j'avais tendance à l'oublier parce que je l'ai vu jeune, je l'ai vu plusieurs fois, mais je me suis un peu tanné parce que, tu sais, on l'a tellement entendu parler de ce film-là, on a tellement vu des extraits, la toune, même si c'était écœurante, l'espèce de Requiem, ben le leitmotiv plutôt, ça a été surutilisé par la suite, par après. Mais on dirait de le revoir bout à bout, ça m'a encore frappé à quel point c'est un tour de force de montage. Il y a d'autres qualités, là, mais de montage, wow! Montage. Puis faisait juste préparer le terrain. Là, pour la suite. Aronofsky, il fait des belles shots, mais je pense qu'on est tout le temps... On est plus frappé par le montage, beaucoup dans ces trucs. Et la performance des acteurs, il est tout le temps capable d'aller les crinquer. C'est sûr qu'il leur donne des scripts très émotifs. Et là, Requiem, on est dans quelque chose d'extrêmement émotif. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, là, c'est... on parle d'addiction. D'addiction, mais là, la drogue, carrément, des jeunes... avec la drogue, puis il y a la relation avec la mère, qui, elle, c'est des pilules de prescription. Fait que là, encore là, tu as le côté, tu sais, les bonnes drogues, les mauvaises drogues, mais ultimement, c'est pas mal le même résultat. C'est des drogues. Fait que là, oui, c'est sûr que là, quand on tombe dans cet univers-là, on est dans un truc beaucoup plus fertile. Ça sonnait. Plus fertile pour les émotions, là, ça c'est clair. Tu as parlé d'émotions. Ellen Burstyn, il faut quand même en parler. Cette actrice-là qui avait été oscarisée pour un film de Scorsese au début de sa carrière. Ben, au début de sa carrière, oui, quand même, des années 70. Elle a joué dans Exorcist. Elle a fait une bonne feuille de route. Une bonne feuille de route. Et là, elle est allée chercher des nominations aussi avec ce rôle-là. Mais tabarouette, la performance. Il y a un bout, puis je m'en étais pas rendu compte en l'écoutant, mais en lisant les trivia, il y a un bout où la shot est un peu ratée, est un peu sur le flou à cause que le caméraman, il était tellement ému par la performance. C'est quand elle rencontre Jared Leto, son fils vient la visiter, puis elle parle à quel point le désir d'être à la télévision, c'est ce qui donne un sens à sa vie, puis qui rend les lendemains meilleurs. La scène. Mais j'ai comme pas réalisé. Ouais, mais c'est quand même subtil. C'est pas une grosse erreur. Mais je pense que la performance était tellement bonne que. Ils ont fait fuck it. C'est ça. On le laisse dans le film. Le caméraman ou le DOP, celui qui avait la caméra, il est allé voir Aronofsky, il a dit je m'excuse, j'ai manqué ça. Regarde la shot, il a fait non, on la garde pareil. Sa voix craque, est juste on point là, au niveau de l'acting. Fait que il a priorisé ça, tu sais. Mais quand je dis que tout est là, puis il y a tellement de couches, ben, tu sais, il y a du split screen, il y a des accélérés. Moi, il y a une scène qui est pas longue en plus, mais je l'aime tellement quand, je sais pas si tu te rappelles, mais le personnage de la mère s'en va voir le médecin, puis c'est une seule shot, fish eyes, est sur le bord du cadre, puis t'as tout le monde autour d'elle sont en accéléré, t'as le médecin qui va parler avec une voix super aiguë, est à une vitesse normale. Et là, tu as des sons qui viennent de gauche à droite. Il y a plein d'affaires dans cette petite scène-là qui nous rappelle du Terry Gilliam, là, qui est une des inspirations, influences d'Aronofsky aussi. Là. Le fisheye. Le fisheye. L'espèce de... On pense à lui automatiquement. Mais c'est aussi que tu es à tu sais pas si c'est dans un rêve. Tu n'es sûrement pas dans un rêve, mais tu n'es quand même pas les deux pieds dans la réalité non plus. Il y a une espèce de folie qui embarque. Là, Ouais, ben c'est parce que tu sais, c'est le principe de. Ils tombent. Quand ils se mettent high, ben là, évidemment, on tombe dans leur tête. Mais c'est pas. On n'est pas dans des. Ben oui, il y a des moments d'un peu folie. Là, quand là, on voit vraiment l'animateur. Dans sa maison. Qui est comme. C'est vraiment nice l'effet. Oui, c'est bien. Mais tu sais, il y a aussi il y a le rêve, tu sais, comme lui avec le quai. Tu sais, c'est comme un leitmotiv qui revient tout le temps. Elle, bon, c'est l'animateur de l'émission. Mais c'est qu'ils visent tout le temps. Ça, c'est comme l'idéal qu'ils aimeraient de leur vie, mais ils font absolument rien pour arriver à ça. Tout ce qu'ils font va à l'inverse de ce qu'ils voudraient avoir. C'est ce qui est déchirant aussi dans cette histoire-là. Il introduit aussi dans
je suis pas sûr que c'était bien là, mais il introduit aussi les relations troubles enfants-parents, tu sais, qui va revenir à plusieurs reprises, là, dans plusieurs films. C'est peut-être avec son mentor, là, on pourrait dire. Ben, c'est ça, mais il y a l'espèce de... Ça arrive souvent. Oui, c'est ça, là, c'est plus clair, là, disons, vraiment, le fils, la mère. Puis quand tu parlais du split screen, parce que j'ai reviewé, puis j'avais oublié l'efficacité du split screen. Tu sais, il fait, bon, quand le Jared Leto et Jennifer Connelly sont dans le même lit. Ils sont côte à côte, mais il y a quand même c'est deux caméras, puis ça met tellement en valeur le fait qu'ils sont là, mais ils sont pas là. Ils sont pas dans le même cadre. Ouais. Malgré qu'ils sont en proximité, puis tu vois qu'ils se flattent, mais il y a quelque chose de off. Tu vois, ils sont aucunement là l'un pour l'autre. Ils sont pas ensemble pour les bonnes raisons. Puis la même affaire quand c'est le début du film, là, quand il va voler la télé de sa mère, mais elle s'enferme, puis là, ça tombe en split screen. Ouais. Puis lui, il est l'autre bord de la porte, elle est en arrière, mais c'est deux shots complètement différents. Puis là, tu alternes entre le gros plan puis le wide d'un bord. Il joue sur les grosseurs de plan, malgré tout. Fait que tu sens tout le temps l'espèce de disconnect entre les personnages brillants. Puis, tu sais, quand, mettons, on disait Trainspotting, qu'il y avait des critiques de ce que ça glorifie, entre guillemets. Avec ce film-là, on peut pas dire que ça glorifie la drogue aucunement. Seigneur Dieu, que ça te tente pas de finir comme eux autres. Le bras de Jared Leto. Ben, le bras. Non, tout, là, je veux dire, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tabarouette que ça va pas bien, là. Ils sont rapidement dans l'addiction. Dans des gamiques. Dans des gamiques, oui, exactement. S'enfoncer la mère, en partant, c'est ça, elle se fait voler sa télé par son fils, puis elle se fait embarrer. Il n'y a pas une once d'espoir ou de bonheur outre que dans leur fabulation, hallucination. Puis pour revenir à ça, justement, les espèces de rêves ou whatever, mettons, c'est une espèce de cauchemar, mais il se réveille, puis tu fais « Ah, OK, c'est pas si pire que ça ». Mais à la fin, il se réveille jamais. Il se réveille. Ouais, non, c'est ça. T'as comme un peu cet espoir-là quand il y en a un qui est en prison, l'autre est dans des orgies. Ils sont rendus bien trop loin, il est trop tard. Il est trop tard depuis longtemps. C'est comme si un peu le début du film nous disait, ben regarde, il est pas trop tard si wake up. Fait qu'il utilise ça là, pour nous faire filer mal, même mal. Ah ouais. Seigneur. Je me rappelle la fin, comme... Je sais plus quel âge j'avais. J'ai pas vu à 15 ans, mais j'ai vu pas longtemps après. Ouais. Moi aussi, je l'ai vu très jeune, ce film-là. Puis, Seigneur, je devrais montrer ça dans les écoles, là, un truc anti-drogue. Là. Ah oui, bonne... Ben oui. Mais c'est ça, c'est la répétition, puis ce qu'ils appellent un montage hip-hop. T'as-tu lu ça? Ouais, c'est un montage hip-hop parce qu'il crée de la musique à exactement. Un beat avec les sons aussi. Fait que c'est des shots super courtes associés à un son qui n'est pas nécessairement des fois le même son que l'action, mais tu fais une association rapide, puis avec une espèce de répétition, fait que tu vas créer un rythme comme un vidéoclip, mini-vidéoclip. Puis c'est souvent les bouts qui prennent la drogue. Fait qu'on voit des gros plans, mettons le pot qui ouvre, les pilules dans la main. Mais c'est la pupille qui se dilate. Les trucs dans le sang. En tout cas. Des fois, ça dure 6 secondes, 3 secondes, puis ça sert de transition un peu. Des fois, c'est un peu plus long, puis à la fin, ben, c'est tout est là. C'est la totale. Il tue nos sens. Moi, j'adore le plan où j'essaie de voir s'il n'y avait pas des... mettons, un making-of de ce shot-là, mais je me doute comment ils ont fait. Quand elle a fait le ménage, mettons, aux affaires. Là. C'est ça. Un pan au ralenti, alors que l'action se passe en accéléré. Mais ça devait être sur une rail super lente. Ouais, c'est programmé avec un ordinateur. Puis à cette heure, ça va encore plus loin, parce que vu que c'est hyper plus facile à programmer, c'est que là, ils peuvent créer, là, je divague, là, mais Enemy avec Denis Villeneuve, là, quand t'as les deux Jake Gyllenhaal, c'est un peu ça. Mm-hmm. C'est que la caméra est programmée. Fait qu'ils pèsent play, elle fait ça. Fait que là, ils peuvent. Jake Gyllenhaal va se mettre l'autre bord, puis il se change. Puis la caméra refait le même mouvement. Fait qu'après, tu peux faire le split screen parfait. Ouais. Fait que, mais là, c'était le début. Fait que le rail était programmé. Fait qu'il avançait. C'est ça, à peine. De 1 millimètre à tant de secondes. Fait que ça fait qu'elle a fait le ménage genre pendant 1 heure. Ouais, genre, mais ça dure, je sais pas, une minute. Là, puis ça fait que la caméra avance lentement, mais elle bouge super vite. Ça fait un effet le fun, mais ouais. C'est ça, elle est partie faire le ménage, les gens sont partis manger, puis elle faisait le ménage dans la face. Ben, ça faisait partie aussi de l'époque, là, des... Mais là, en 2000, là, on était vraiment dans des essais technologiques, cours la cour. Il y en a plein là, de ces affaires-là. Là. Affaires très pop. Les montages devenaient numériques. Là, des fois, ça filme encore pellicule, mais là, c'est plus facile à monter numérique. Fait que là, l'expérimentation de montage peut aller plus loin.
Que là, tu sais, tu coupes en pellicule, c'est plus dur. C'est plus tough, là, faire des cuts. Justement, faire cette affaire-là, accélérer l'image d'un truc qui est au ralenti, tu sais. Ouais. Fait que là, ça leur permettait de... Puis là-dedans, ben, il l'a popé en masse. Là. Alors, on continue avec The Fountain. Oui, son film qui a comme partagé beaucoup les gens, je crois. J'imagine, ouais. Ça n'a pas levé tant que ça. Parce que... Mais en même temps, tu restes pas insensible à ce film-là parce que tu fais non. Qu'est-ce que je vis? Ouais, fait que pour lui, il a réussi un peu ce qu'on disait au début, là, créer une émotion. Ouais. Comment tu le trouves, ce film-là, toi? À l'époque, je me rappelle quand je l'ai vu à l'époque, j'étais comme un peu à cheval. Il a été très, très mal mis en marché. Sûrement. Mais c'est un film très dur à mettre en marché. Oui. Puis peut-être l'expliquer un peu. Là, c'est Hugh Jackman qui est là 3 fois. Ouais, on se promène dans 3 univers. Tu as le réel, le présent, avec un médecin qui cherche un remède pour guérir sa femme qui a le cancer ou est en phase terminale. Donc, à partir de souches, d'arbres puis de trucs comme ça, vraiment. Puis il est obsédé. On parlait d'obsession, c'est ça. Alors que sa femme est quand même plus sereine, zen avec le fait qu'elle va mourir. La vie, la mort, les concepts un peu plus. Lui, son obsession, c'est de déjouer la mort. Oui, exactement. Puis le temps le presse parce qu'il sait qu'il faut qu'il se dépêche. Et tu as elle qui écrit un roman pendant ce temps-là qui nous amène dans une autre des phases du film qui est plusieurs années avant, là, comme 16e siècle. Oui, des conquistadors. L'espagnol un peu, mettons... qui arrive un peu dans le monde des Incas. Donc, l'espèce de mythe, l'arbre de la vie, la fontaine de jouvence, le truc qui te donne la vie éternelle. Donc, c'est ça, fait que là-dedans... Ouais. Et la 3e, qui est plus dur à expliquer, mais là, on a encore Hugh Jackman. Dans l'espace. Dans l'espace. Dans une bulle qui monte vers le haut. Dans cette bulle-là, il y a un arbre et qui va essayer de... Écoute, c'est vraiment dur à mettre en mots, cette phase-là, mais il va y avoir des flashbacks de Rachel Weisz, qui est sa femme, encore une fois. Ouais. Donc, on se promène entre ces 3 époques-là. Super bien fait, le passage d'un à l'autre. Ouais. Dans l'ensemble, moi, je trouve que c'était un bon film. C'est sûr que ça vient moins me chercher que les autres. C'est sûr qu'il a voulu le faire. Il n'a pas eu le budget qu'il a voulu. Ça a été plus long de le faire. Ça a été cancellé. Il voulait Kate Blanchett, Brad Pitt. C'est pour ça qu'il y a comme 6 ans entre celui-là et l'autre d'avant. Ça a été long. Ça a été long. Fait que je pense qu'il a pu le faire le film pour la moitié de ce qu'il prévoyait avoir. Fait que c'est sûr qu'il a dû faire des choix. Esthétiquement, ça sort bien. Les couleurs sont belles, mais peut-être un peu risibles vers la fin. Quand tu as Hugh Jackman qui prie puis qui apparaît en surimpression pendant les Conquistadors. T'as comme des trucs qui, bon, je sais pas si en 2006 c'était aussi risible ou weird, mais tu sais, je peux pas lui en vouloir. Il a essayé de quelque chose de... C'est très ambitieux. Ouais, c'est ça. Ça donne un rendu qui est vraiment unique. Fait que pour vrai, moi, je trouve ça intéressant. Le film, il challenge quand même. C'est sûr que là, on rentre vraiment dans des grands concepts. Là. La mort, le deuil. Il y a quelque chose d'ultra ambitieux, que ça, on peut pas y reprocher, mais je pense qu'il y a des mondes qui l'ont vu comme... pas ambitieux, mais prétentieux. Oui, c'est ça. Parce de par le thème, de dire je vais m'attaquer au concept de la vie, de la mort, mais là, la religion avec un ésotérisme de la vie après la mort, de la vie. L'immortalité. C'était compliqué, mais pas tant, mais c'est parce que c'était mal vendu. Fait que les gens sont arrivés là, puis c'est quoi ça? Puis le gars, il flotte dans l'espace. Fait que je pense que c'est là que le côté prétentieux. Ouais, lui. Tu sais, Aronofsky a une personnalité très. Je m'excuse pas, puis très sûr de lui. Fait que je pense qu'il peut amener ce côté-là. Ben là, il se prenait aussi pour la 8e merveille à son 3e film, puis whatever. Il se prenait pour Kubrick, là, 2001. C'est ça. Tu sais, c'est ça. Il y a un côté pas achevé, mais en leurs yeux temps, j'étais comme, il y a quelque chose là. Mais... Ça reste tout de même très clair et assez facile à suivre. Ouais, c'est ça. C'est que c'est pas over compliqué finalement. C'est ça. C'est que je pense que les gens cherchaient plus loin ce que c'était. Puis je pense que c'est un peu ça. Puis on va en reparler avec Mother plus tard. Mais c'est ça.
je pense qu'avec Mother, là, il a réussi ce que peut-être qu'il n'a pas réussi à faire ou à finaliser. Il y a quelque chose qu'il n'a pas réussi. Puis il y a peut-être le fait, c'est ça, le 6 ans. Je ne sais pas s'il y a eu une fatigue avec son film, à un moment donné, il était trop depuis longtemps dedans que c'est comme un tunnel là, qui était trop comme ah ouais, ça. Puis là, il en ressort au montage. Puis là, comme oh shit, attends. Puis là. Je sais pas, mais tu sais, c'est quand même le fun. Hugh Jackman, il est bon, t'es écœurant là-dedans. Ouais, Rachel Weisz aussi. Filmé dans la piscine à Châteauguay. Ah ouais? Ben oui. Je savais que c'était filmé à Montréal, mais le bout de la piscine, c'est quand... C'est toutes les bouts de lui dans l'espace. C'est tout filmé à... ben j'ai un blanc, mais le Polydium, pour ceux qui connaissent Châteauguay. Ah ouais. Ben, il utilisait un peu les reflets de l'eau dans le truc, mais il l'assoyait sur le tremplin. Ils ont tout mis ça doré. Puis, de toute façon, c'est comme purement green screen. Oui, évidemment. Là, ouais. Fait que, c'est pas mis, on filme au Polydium. C'est drôle, ça. Fait qu'on peut un peu skipper. Au gros stock! Ouais, ben là, The Wrestler 2 ans après, avec le retour de Mickey Rourke. Oui. Et Marissa Tomei là-dedans, ça Evan sent Rachel les Wood. boulamites. Et là. Ça aurait pas pu être un autre acteur. En tout cas, ça aurait pas donné le même feel. Il y avait de quoi qui... Ben oui, parce que c'était comme lui. C'était comme lui. Parce que ça fit avec lui qui était... Sa carrière était quasiment finie. On le voyait plus. On le voyait plus. Il a déjà fait de la boxe, pour vrai, Mickey Rourke. Ouais. Tout collait, puis je pense que... puis il y a eu des problèmes de consommation. Il a eu s'éloigner de sa famille. Tu sais, tout est... Tu sais, lui, il n'a pas puisé très loin pour avoir cette émotion-là. Tu sais, puis on le sent, puis on voit aussi l'après Fountain. Tu sais, l'après, genre, justement, le grandiose. Il a essayé quelque chose d'over... de high concept. Ouais. Il s'est fait péter un peu dans les jambes par la critique, tout ça. Puis là, il a fait fuck it. Il est revenu à je strip tout. Ouais. Je m'en reviens à son film le plus cru. Le au plus niveau humain. Dramatique, c'est vraiment... C'est clair que c'est un drame. Ouais. C'est gritty, la caméra. Moi, elle m'a fait capoter de Wrestler. Tu sais, c'est en plein dans mes cordes, l'espèce de... j'ai beaucoup aimé aussi. On suit ce gars-là, la caméra, épaule, tout. Il y a beaucoup de tracking shots, puis je pense que, je sais pas comment ça s'est passé, mais on dirait qu'il y a des moments où tu dis, gars, je vais juste suivre Mickey Rourke, puis elle vient que pour. Tu gardes tous ces sons. Il parlait en entrevue, il dit, Mickey Rourke, il est de même dans la vie, là, faut tout le temps que tu lui rappelles de respirer. Il est comme magané par la vie, fait qu'il a tout gardé ces grognements-là. Il n'y a pas tant de musique, on est vraiment dans sa bulle rapprochée, là, toujours centré sur lui. Ouais, l'histoire c'est un lutteur qui a eu des belles années, des années 80. Ouais, là, ça va pas bien. Il travaille dans une épicerie. Dans une épicerie, il lutte dans les centres d'achat, salle d'église pour whatever, là. 100$, là, je sais pas. Il est la tête d'affiche, mais... Évidemment, parce que c'est un ancien, mettons, de la WWF qui... Fait que c'est sûr que ça reste comme « Ah, il est là dans l'église. » Fait que le monde capote, mais... Puis on voit... C'est ça, c'est lui qui essaie de reconnecter aussi là, avec sa fille, qui a perdu de vue parce que... c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est son obsession. Tu sais, c'est son film le plus... toned down quand même, qu'il y a de l'émotion qui est crue, mais c'est vraiment plus dans justement le lien avec sa fille, lui qui cherche une place, tu sais, que justement, dans le sens que, tu sais, dans tous ces autres films, on parlait de l'obsession, de la quête de quelque chose qui est plus intense, plus... Là, on est beaucoup dans l'intériorité, dans le sens, c'est quelqu'un qui a été connu, puis que là, il ne sait plus comment dealer avec l'après. Il ne sait pas faire vraiment autre chose. Non. Fait qu'il n'a jamais vraiment su où se placer là-dedans. Fait que sa quête de sens, c'est plus calme, mettons, que ces autres films. Non, exact. C'est son plus, peut-être approchable de ce niveau-là, tu sais, dans le sens, c'est un peu plus doux comme curve, mais c'était lui aussi, on dirait qu'il voulait réapprendre. Je sais pas si c'était ça, en fait, l'idée d'après de Fountain d'aller là, mais de juste, OK, j'enlève l'artifice. Tu sais, comme c'est un gars qui mettait beaucoup de musique, qui utilisait le montage, qui utilisait tout. Là, je vais tout strip down, puis je vais vous montrer que je suis capable de le faire comme sans tout le côté extra. On dirait que c'était un film qui a eu... Mais en tout cas, c'est l'impression externe. J'ai pas vu de lui qui en parle, mais c'est le fil que ça donne.
un peu pour faire comme fuck you, je suis capable. Je suis capable de le faire. Après ça, m'a recommencé à faire ce que je faisais, puis vous allez l'avoir en pleine gueule. C'est ça que je filais avec ce film-là. Il y en avait de besoin, Mickey Rourke en avait de besoin. Il y avait quelque chose qui s'est passé sur ce tournage-là, c'est clair. Il montre, mettons, on va aller dans les dessous d'un sport qui est vraiment très explosif, puis qui est vraiment intense, mais on va ramener ça à l'humain, puis le côté moins glorieux du ring. Évidemment, après ça, tu t'enlèves des tacs dans le bras, puis tu saignes. C'est pas mal moins intéressant, moins le fun que de te faire applaudir, puis de te faire scander ton nom sur un ring. Fait que le revers de ça, puis la vieillesse à travers ça, puis comme tu dis, il cherche une place, mais il essaie de connecter, puis le personnage de Marissa Tomei qui est une stripteaseuse, puis tu sais, sans être dans les clichés d'essayer de trouver l'amour avec une danseuse, ça reste qu'il y a un côté qui est vraiment attachant de ça. En fait, il turn down l'option de faire un match anniversaire. Là, parce que c'est un peu ça l'objectif du film. C'est calé assez tôt. Ah, regarde, il y a eu un combat culte il y a 20 ans, on va le refaire. Mais il vient de se taper une crise cardiaque. Donc, s'il le fait, énormément très déconseillé par son médecin, c'est of course. Puis il va pas le faire parce qu'il dit, gars, j'ai la chance de reconnecter avec ma fille. Là, il y a une relation intéressante avec la stripteaseuse. On relate beaucoup avec le personnage. Puis même s'il est pathétique dans sa roulotte, il joue au Nintendo avec un voisin de 6 ans, de 10 ans, un kid. Mais c'est un peu basé, je sais pas, moi j'ai pas lu tant, c'est ça sur... Je pense pas que c'est un... Non, mais il y a beaucoup de Jake the Snake Roberts, l'espèce de déchéance. Le gars qui a été super top, tombé un peu dans l'alcool, il a déconnecté, puis il finissait par faire des apparitions un peu, c'est ça, dans les sous-ligues de sous-ligues. Mais c'est pas purement lui, là, je pense qu'il y a un collage aussi de ces gens-là, mais il y en a eu beaucoup, tu sais. Parce que ça reste dans les années 80, malgré qu'il y avait une popularité, les lutteurs faisaient pas de l'argent comme là, ils en faisaient. Fait que, je veux dire, ça a beau être fake, mais tu le fais pour vrai, dans le sens que tu lèves vraiment les gars, tu te pitches vraiment. Ben là, ça, c'est vraiment mal. Je pense que ça a été bien reçu par le monde de la lutte. C'est bien représenté. Non, c'est ça. Il y a une bataille que tu vois beaucoup en flashback. Je pense que tu vois comme dans la loge, whatever, après. Puis du back and forth avec le combat d'avant. Il se fait monter en haut de l'échelle, il se fait pitcher sur du barbelé. Des affaires tellement intenses. Puis moi, j'ai vu mon premier match de lutte en 2019. Puis j'étais flabbergasté, n'étant pas un fan ni un connaisseur. J'étais comme tabarouette, on peut bien dire ce qu'on veut, là. Oui, c'est fake, mais c'est fake jamais ça. Sens, dans le sens que c'est stagé, mais tu sais, moi, pour avoir suivi ça un peu, je suis pas un méga fan, mais plus début 90, c'est des vrais tacs, c'est des vraies affaires, là, c'est vrai, ils sortent de là coupés pour vrai, là, puis ils font ça parce que c'est le coup de l'adrénaline, l'espèce d'amour des gens, puis là, on donne un show. Mais c'est ça, c'est l'après, quand tu te trouves tout seul, t'es comme, je suis coupé par. T'es comme, La scène où il signe des autographes, là. Je te rappelle, mais c'est une espèce de gym, là, puis t'as lui qui est là, puis il y en a d'autres, vieux de la vieille. Ils sont tous maganés, hypothéqués, en béquille, il manque une jambe, pétée, puis ils attendent, puis ils signent, puis ils prennent des photos. Tu sais, c'est vraiment pathétique, parce qu'il n'y a pas un gros line-là, il y a presque personne qui va les voir, puis tu fais comme, pauvre gars, tabarouette. Non, mais faites juste regarder des vidéos là, de Hulk Hogan. Là. Ce gars-là, il marche. Il n'y a plus de genoux, puis son dos, c'est une barre. Ça fait qu'il y a une démarche qui est drôle, mais tu fais comme ce gars-là. Puis en plus, lui, il n'était pas le plus intense des lutteurs. Puis tu fais comme ces gars-là, ils hypothèquent en tabarouette leur shape. Fait que, c'est encore aussi bon. On peut poursuivre avec Black Swan. Ouais, ça, c'est son hit commercial. Parce qu'on dirait que c'est le film, quand je parle aux gens, mettons, tel film, Black Swan. Ouais, Black Swan. Ouais, non, on l'a vu, tu sais, Black Swan, on a l'impression, tu sais, Requiem a un culte et évidemment. A été vu aussi, mais on dirait Black Swan, c'est celui que Nathalie Portman est peut-être pour quelque chose. Elle a gagné aussi l'Oscar, le Golden Globes. On peut peut-être dire l'histoire pour les gens qui n'ont pas vu, mais une ballerine qui est un peu dans pas l'école, mais c'est la troupe. Est un peu l'étoile montante et là, elle est choisie pour, ils veulent monter le lac des Cygnes. Le lac des Cygnes, donc
Il y a un Cygne Blanc et le Black Swan, qui est 2 rôles qui sont miroirs et qui sont Ils sont très joués durs. par la même danseuse. La même danseuse, mais 2 rôles très demandants. C'est comme l'apogée. Là, c'est comme jouer du Molière, du Shakespeare pour un acteur. Là, c'est comme l'apogée parce que c'est très demandant, 2 rôles très physiques. Et là, c'est elle... qui est d'une douceur. Qui est comme très dans l'idée du White Swan et qui là, est-ce qu'il est capable de sortir ce côté-là? Et son obsession, encore là, un personnage très obsédé par la réussite, par ça, va tomber aussi, comme dans Pi. On peut avoir un lien avec Pi, l'espèce de son cerveau qui joue des tours. Est-ce que c'est des tours? Est-ce que c'est pas des tours? Est-ce que c'est du rêve? Et où la ligne, là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que là, il y a des flous? Mais c'était beaucoup... j'ai regardé la bande-annonce juste pour le fun, puis c'était pas vendu purement horreur, mais il y avait quelque chose, parce que il y a beaucoup d'imagerie de quand elle regarde un miroir, mettons, puis il y a son double dans le miroir qui bouge différemment. Fait qu'il y a quelque chose de l'horreur. Puis je pense que ça a attiré des gens aussi. Là, fait, oh, OK, peut-être horreur. C'est comme un film d'horreur caché dans un thriller. Ouais, parce que ça commence thriller, ou drame thriller, puis plus ça va, plus tu as des glimpses de oh shit, oh. Ouais, c'est terrifiant un peu. Mais tu sais, le truc, il y a des plumes qui poussent dans le dos de plus en plus. Là, une petite inspiration de Cronenberg, puis ses premiers films, là, avec l'espèce d'horreur corporelle. La peau qui arrache. Qui arrache, puis une grosse influence d'Aronofsky, c'est Polanski, puis ça paraît énormément dans ce film-là. Celui dont on ne peut plus dire le nom. Ouais, est-ce que j'allais nommer? Mais ces films de cet homme, de ce réalisateur, mais particulièrement The Tenant et Repulsion, pour vrai, c'est des films que j'adore. Il y a vraiment ce côté-là du double d'abord et de la paranoïa. Là. C'est comme un mot qu'on n'a pas souligné, mais qui est très présent dans ce film-là particulièrement. Dans Pi. Mais moi, je vois Pi comme Black Swan comme son achevé. Là, peut-être, parce que c'est ça, la paranoïa qui rentre, l'espèce de les gens qui jouent contre elle un peu, pour elle ou contre elle, mais qui vont la stresser, puis elle-même qui se stresse. Là, il y a l'idée du double qui rentre, qui n'est pas là dans le Pi, mais c'est une affaire qui moi, m'a fait capoter, c'est là que tu fais comme, mettons, comme The Fountain, tu dis qu'il a trébuché là, Wrestler a fait, fuck you, le Black Swan, c'est genre, OK, là, je reviens, puis comme, all out, je ramène les montages, mais pas autant frénétique, mais il va jouer avec les montages, les coupures rapides, avec les miroirs. On dirait que tout est là dans un même film, ce qui le caractérise. Avec les 2 films précédents, il est allé dans une direction puis il l'a fait au bout. On va aller dans le réalisme, on va le faire au maximum. On va aller dans l'espèce de science-fiction / fantasy, on va le faire au maximum. Mais là, il y a un peu de... Pas de tout, mais évidemment, on est dans le surréalisme. Puis là, on va aller toucher des cordes de thriller, puis on va ajouter le montage là-dedans. Puis c'est très attrayant, évidemment. C'est très accessible aussi, dû au genre, comme tu dis. Je repense à la scène où ses 2 genoux plient dans l'autre sens. Là. Ça, c'est une scène d'horreur. Quand ça a snappé, le premier, je me rappelle au cinéma. Là, tu fais comme... Le feeling de la crowd. Ça a réagi fort parce que tu sais, des fois, l'espèce de ligne de tu sais pas, tu sais, dans des films que, OK, est-ce que c'est un rêve ou pas un rêve? Là-dedans, évidemment, mais sa ligne est tellement mince que tu le sais pas. Jusqu'à temps, là, les genoux, ils pètent de l'autre bord. mais t'es jamais fâché ou jamais comme... Non, c'est pas... comment? Ou frustré parce que tu sais plus. Quand elle décide de sortir avec le personnage de Mila Kunis, puis là, elle va prendre la drogue, puis elle va revenir avec elle, puis là, elle va avoir une relation sexuelle avec, puis le lendemain, OK, ça s'est-tu passé, ça s'est-tu pas passé, là, tu comprends plus rien. Mais c'est ça qui est beau, c'est parce que mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, t'as pas besoin de cette réponse-là. Non. C'est plus le flou après qui est le malaise de comme ça s'est-tu passé, moi, je sais pas. Je voulais mentionner les miroirs. Là. Là, c'est super présent, mais dans ce cinéma, évidemment, avec le double, ça fonctionne. C'est à de mise. C'est tellement réussi, là, le reflet qui n'est pas synchronisé avec elle. En particulier, Mila Kunis, je pense que tu pars de elle dans le miroir, puis là, ça revient dans le même shot, puis là, c'est redevenu Nathalie Portman. Puis en même temps, ce qui était parfait, c'est que le miroir...
fait partie de la vie d'une ballerine. Ben oui, ils passent leur vie à se regarder et à tout le temps être dans le jugement de leur corps et de ce qu'elle représente. Ils jouent là-dessus, ça crée l'espèce de... Elle, ben, c'est un trouble de personnalité parce qu'elle comme, tu sais, elle veut tellement être la plus parfaite qu'elle en vire folle carrément. Tu sais, avec The Wrestler, je disais que c'est quelque chose de très explosif, puis on voit le revers un peu plus humain. Mais là, tu as comme quelque chose qui est très slick, qui est comme un art peut-être plus bourgeois. Là. Ouais, puis un art de pureté. C'est comme une espèce de truc un peu mais là, libre. Les dessous, tu es dans une douleur, dans une violence. Fait que, sans être le contraire, là, mais tu as quelque chose qui est... C'est comme le wrestler, les deux hypothèquent leur corps pour exister. T'sais. Fait que c'était comme pas anodin aussi qui passe de la lutte au ballet. Là. La quête de l'identité dans la souffrance d'un corps, il est beaucoup là-dedans, la dualité, le combat entre les deux, en tout cas. Ouais, ça revient tout le temps dans ces trucs. Là. Ben là, il a fait Noah, là, entre-temps, que j'ai vu d'ailleurs. Je l'ai écouté à Pâques. Mais tu sais, on s'attendra pas là-dessus. Moi, j'ai pas aimé, j'ai pas été surpris non plus de ne pas aimer. Pour être visuellement, c'est beau, là, c'est spectaculaire, c'est grandiose, mais en partant d'une histoire biblique, tu me perds, c'est sûr. Fait qu'après ça, il faut vraiment que les qualités techniques ou autres qualités de performance viennent pencher la balance. Puis c'est pas arrivé pour moi. J'ai l'impression de voir un film de Seigneur des Anneaux, de ce genre-là. Si tu me dis ça, tu me perds solide. Ben, je me suis endormi sur le 2 au cinéma. Il y a des gens qui doivent aimer ça, mais j'avais de la misère à trouver la touche Aronofsky là-dedans. Évidemment, en écoutant quelques vidéos, mettons, sur des gens sur YouTube là, qui font, ils tirent des liens entre tous ces films. Là, tu vois qu'il y a plein de liens à y avoir, mais c'est moins dans ta face. C'est moins personnel, bien qu'il a toujours voulu raconter cette histoire-là depuis qu'il est jeune. Là. Bon, il l'a fait. Puis peut-être un peu dans l'idée de vouloir prouver qu'il est capable de faire un récit épique, là, comme il a voulu prouver avec The Fountain qu'il était capable de faire autre chose. C'est peut-être ça. Mais sinon, on va surtout s'attarder pour le reste de l'épisode à Mother. Avec un point d'exclamation. Mother. En 2017, à ne pas confondre avec Mother de Bong Joon-ho en 2009. Fait que lui, il n'y a pas de point d'exclamation. Et c'est pas du tout le même film. Donc là, on est avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer. Il y a un gros casting quand même. Moi, j'ai vraiment aimé ce film-là. Oui. C'est quand on parlait de ride émotive, là, il nous en fait toute une. Ça vire sur un moyen temps. Écoute, on va sûrement avoir les spoilers parce qu'on peut pas... Là, c'est sûr qu'il y en a, mais en même temps, c'est tellement un film qu'il faut que tu vives. On ne pourra jamais l'expliquer, puis que ceux qui ne l'ont pas vu aient une idée claire de ce que c'est. Il faut que tu le vives. Ouais, pour être complètement flou si on veut éviter tout ça. Écoute, lui aussi a été vendu un peu horreur et ça l'est. Il y a une imagerie horreur. Il va emprunter un peu au style justement la maison hantée, mais là on n'est pas là-dedans, mais l'idée de la maison, Amityville. Là, c'est la maison a quelque chose et il se passe des choses. Il y a comme une imagerie là-dedans. La maison est un personnage. On ne sort pas de la maison. Tout se passe là-dedans, à part une shot extérieure, mais tout se passe dans la maison. Oui, une maison d'ailleurs qui a été construite, je pense que c'était à Dollard des Ormeaux ou Beaconsfield, en tout cas, Québec, dans le West Island, parce qu'il l'a reproduit à l'intérieur dans le studio Mells pour avoir un meilleur contrôle, dans le fond, toute la séquence de fin, mais ils l'ont fait pour vrai dehors. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est le champ là-bas. Ils ont juste refermé un peu en CGI. Là. Mais c'est ça. Ça a tout été fait ici. Mais si on peut essayer de raconter l'histoire, on a un couple, une femme qui travaille sur rénover la maison avec son chum, mari, plus vieux qu'elle, qui lui est un poète. Xavier Bardem, qui passe son temps à écrire, mais qui est un peu en panne d'inspiration et qui vont recevoir une visite impromptue d'un médecin. Qui s'appelle Men. Et qui va être rejoint par sa femme, puis après ça, les enfants. Fait on commence un peu home invasion. Mais en douceur. On est comme un genre, quelqu'un. Poliment. On va l'accueillir, il est venu. Mais c'est comme si, là,
perdait le contrôle carrément. Du moins, on est scotché sur Jennifer Lawrence dans ce film-là. On ne la quitte pas d'un poil. Ben, c'est comme Aronofsky disait dans l'entrevue. Il dit c'était très dur sur elle parce que il dit j'ai 3 shots. Oui. Sur sa face, en arrière de sa tête ou ce qu'elle voit. Oui, voilà. C'est sensiblement tout le temps ces 3 shots-là. Fait qu'elle est tout le temps là. Fait qu'il dit au montage, ça a été le plus rough parce que c'était comme pas tant d'options souvent pour couper. Fait qu'il fallait vraiment que Jennifer soit tight sur la continuité de son truc. Émotion. Hein. Je saurais pas quoi dire de plus que ça va juste... Il va toujours avoir une espèce d'intrusion de plus en plus et elle qui va tomber enceinte. On est un peu dans un... Mais ça a été fait plein de fois, la comparaison, là, mais le Rosemary's Baby des années 2010. Mais déjà, la pochette. La pochette. Ben, c'est la pochette officielle parce qu'il y en a plusieurs pochettes. Ben, c'est la Toi, deuxième. Tu parles de le visage. Le visage de Jennifer Lawrence, qui est carrément Rosemary Baby. Puis c'est un film que l'histoire, c'est la métaphore. Tu sais, c'est pour ça qu'on a un peu de misère. Tu sais, là, on dit le début, puis après ça, il y a comme tout ce qui se passe. Après, qu'on ne pourra pas tout raconter, mais tout ça, c'est le concept. Et puis, tu sais, quand je disais, mettons, avec The Fountain, qui était j'appelle ça le high concept, c'est que tu as un concept, tu as une métaphore. Et je trouve qu'il y a vraiment plus réussi qu'avec The Fountain. Oui, assurément. Et puis, le monde, tu sais, c'est hermétique. Mais c'est pas si hermétique. C'est hyper facile à comprendre. Ah oui, là-dessus. C'est dans la compréhension. Oui, il y a quelque chose de claustrophobique, en chien. Là. En chien, mais... Ça peut peut-être faire mal filer des gens. Moi, je me sentais plus bien. C'est tes poings serrés, t'es comme tabarouette. Mais non, comme tu dis, c'est super simple à comprendre. T'es toujours dans la peau de Jennifer Lawrence. T'es toujours dépassé par tout le monde. Puis c'est comme si tout avait une raison. Fait qu'elle a comme pas le choix d'accepter. Non, mais il cherche une place pour coucher. C'est parce qu'il va mourir bientôt. Il y a tout le temps une raison qui fait en sorte qu'il y a du monde dans son intimité puis que ça devient de plus en plus difficile, intrusif. Bien évidemment, c'est ça. Puis il y en a eu dans quelques de ses films, mais là, la présence biblique est encore là. Très présente. Et là, ben c'est ça. On va rentrer un peu dans le concept parce que là, on flirte à côté, mais puis en même temps, c'est ça que j'ai envie de jaser avec toi. Parce que c'est ça qui nous reste à la fin, l'espèce de c'est-tu vrai, j'ai-tu bien compris? Ben, autant qu'il y a une histoire biblique, j'ai parlé de Noah, moi. Mais là, l'allégorie, je suis comme l'allégorie est pas intéressante. C'est qu'ils utilisent cette imagerie-là, mais pour dire autre chose. Tu sais, au même titre, mettons que dans Pi, il y avait la cabale juive, puis tout ça, puis il y avait le côté malsain de la religion, malgré que là, c'était juif, mais il visait, c'est global. Là aussi, ça revient, le côté malsain de ce pattern-là, de la religion, donc le Dieu qui est Javier Bardem, qui laisse faire un peu toutes ses créations, que tout dérape, mais c'est comme, mais non, mais c'est ça. Puis ultimement, c'était pour raconter, moi, c'est moi je l'ai plus pris, mais évidemment, la destruction, comment l'homme finit par détruire la planète. Sa maison. Oui. Notre maison, on la détruit, on saccage tout. On se l'approprie. C'est à nous autres, on pète tout. Puis il y avait beaucoup aussi, je sais pas si c'était dans cette idée, mais quand tu regardes ça, toute la société, mais en même temps, ça fit avec la région, mais la société patriarcale, l'espèce de la femme qui est complètement sans voix, elle n'a pas le droit, tu sais, comme parce que tu dis depuis tantôt, là, elle veut. Elle est obligée d'accepter tout. Elle n'a pas son mot à dire. T'as pas ton mot à dire, c'est ça. Puis il est très méchant avec elle, il est très désagréable avec elle. Mais c'est ça, c'est la société qui est tout le temps en train de taper sur la mère, puis on est tout le temps en train de s'approprier l'image de la mère, ce qu'elle est. Et fait qu'il y a ces deux couches-là pour moi, en fait, là, que je trouvais brillants. Oui. Puis, tu sais, c'est un film sans musique. Parce que c'est tellement déjà... Ça paraît pas. Ça paraît pas parce qu'il y a tellement d'affaires, mais le sound design... Parce qu'au début, ils avaient préparé avec Joan Johansson une trame sonore, puis quand ils ont collé ça, ça marchait pas en tout. Fait qu'ils ont plus gardé les sons, puis ils ont ponctué les affaires. Mais tu sais, tous les craquements de la maison. Tu sais, oui, c'est bruyant, puis c'est chargé à des moments, mais t'as des moments de... Tu sais, le calme avant la tempête, vraiment silencieux, où elle sait même pas s'il y a d'autres mondes dans la maison qu'elle-même. Elle tourne un corridor, on sait pas où qu'elle s'en va, on sait pas qu'est-ce qu'elle va découvrir, puis le moindre son est présent, puis il y a quelque chose qui ajoute beaucoup au feeling là, d'inconfort qu'on a. Moi, je trouvais ça super le fun. Puis tu sais, l'image, c'est un film qui est beau,
mais qui est pas compliqué au niveau de la cinématographie. Là. On a l'impression qu'on a de l'éclairage naturel qui arrive des fenêtres, on joue avec parce qu'on est dans une maison, c'est ça, fait que là, tu vois avec fenêtre. Avec ce que t'as. C'est ça. Évidemment, quand ça vire, là, ça n'a plus de bon sens. Tu sais même plus où regarder. T'as tellement d'affaires. Dans le dernier quart du film, c'est fou à quel point... 25 minutes là, que ça dérape. Mais c'est fou comment cette séquence-là, qui est appelée le Fever Dream par l'équipe technique, là, mais j'ai jamais autant dit « What the fuck un après l'autre. Puis c'est comme 20-25 minutes. Là. Je n'ai pas le décompte. Là. C'est une montagne russe qui fait juste descendre. C'est tellement bien fait. Puis, tu sais, comme tu dis, ils ont pratiqué les mouvements. Je pense qu'ils ont pratiqué pendant 3 mois là, avant de tourner les premiers plans parce que c'était tellement complexe. Je ne sais pas comment ils ont tout fait ça. Parce que j'ai l'impression, des fois, ça coupe. Il y a des cotes, mais c'est comme un 360. Puis dès que la caméra tourne moindrement, t'as comme soit des manifestants qui arrivent, des terroristes, des... puis ça arrive de partout. De partout, des fenêtres. Elle fait juste comme tourner en rond. Parce que c'est ça, c'est que la maison, ils ont travaillé longtemps. La maison, c'est un octogone ou un hexagone, en fait. C'est un hexagone. Et puis... Sur 3 étages. Sur 3 étages, mais ils sont toutes... Tu peux tout le temps passer. Chaque pièce a un accès à deux une entrée-sortie. C'était aussi pour les mouvements de caméra, parce que là, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui courent après elle, qui courent après tout, qui se rendent par là. Fait, il fait tout le temps qu'il y ait une entrée, une sortie, puis qu'ils puissent tourner autour du truc, puis revenir. C'est fou, là. C'est... Techniquement, je pense qu'il y avait ça aussi. Il y a ce qui se passe qui est extrêmement graphique, des trucs extrêmement violents, intenses. Le bruit, là, ça crie, ça pète, il y a du sang. Mais il y avait aussi, moi, je pense que j'ai eu un vertige de technicien. Une espèce de comment ils ont fait, puis à un moment donné, de juste freaker out, il fallait une maîtrise, puis une assurance de jointer tout ça, parce que ce qu'ils ont filmé, là, a dû être filmé sur je sais pas combien de jours, parce qu'il y a tellement de costumes et d'affaires, de changements de décor. Mais ça file comme si c'était une séquence de 20 minutes, que ça a été fait d'un coup, puis t'es juste comme, mon Dieu, c'est quelque chose de très ambitieux, encore une fois, là, évidemment. Là. On dirait que toute sa carrière a mené à ce moment-là de je vous tiens avec tout mon savoir-faire, de tout montage et tout. Je vous tiens là, puis je vous tiens 20 minutes, vous allez capoter bien. C'est une grosse ride, vraiment le fun, que je conseille à tout le monde. Puis, encore une fois, pas besoin de tout comprendre, fais juste le vivre, ça va être bien en masse. Puis, en même temps, si tu veux l'analyser puis le lire là-dessus, il y a une grosse profondeur qui est le fun aussi. Oui, qui est le fun, c'est ça. Mais tu sais, je repensais à ça, là, parce que là, on a fini les trucs. Mais tu sais, Aronofsky, on dirait que c'est comme un gars qui... Je sais pas si c'est ma perception, mais qui... Pas oublié, mais tu sais, c'est rarement le premier nom qui va sortir quand on va parler de cette vague-là de réal. On va parler de PTA, plein d'autres de Wes Anderson, parce qu'il y a quelque chose de funky. Là. Aronofsky va arriver comme on dirait dans un autre souffle. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a sa place pour ça. Il y a sa place. C'est sûr que PTA a peut-être fait des films qui sont vraiment une espèce de... Tu sais, il a comme atteint un niveau manique de There Will Be Blood, puis chef-d'œuvre... Qui a eu le statut de chef-d'œuvre vite. Oui, c'est ça. Mais mérité, là. Mérité. Aronofsky a peut-être pas ce genre de film-là, mais il y a comme que des bombes entre les mains. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui est plus polarisant, peut-être, puis que... qui fait que le monde ne devienne pas comme un réflexe. Ah, Aronofsky... Je sais pas. Il va vraiment chercher les gens profondément, viscéralement. Fait qu'il y en a pour qui vont vraiment triper. Moi, je me considère là-dedans. Nous deux, on a vraiment trippé. Mais il y en a qui vont pas aimer ça. Ils vont justement être repoussés par quelque chose de beaucoup trop charge, d'intensité. Ils vont faire trop dans ta face. Là, c'est ça. Trop comme, check ça. Puis, En tout cas, j'espère qu'il va poursuivre sa run. Là. Il y a plusieurs trucs à venir là, sur MDB. Là, un projet avec Jared Leto. Il y a d'autres affaires là, qui semblent vraiment intrigants. On va le suivre. Yes.